Bonjour et bienvenue. Profitez de ce qui suit, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Daniel se réveilla ce mardi-là avec le même sentiment qui le hantait depuis des semaines. Quelque chose n'allait pas, mais il n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. À 38 ans, analyste système pour une entreprise technologique à Portland, en Oregon, il avait toujours été fier de son esprit d'analyse, de sa capacité à déceler des schémas là où les autres ne voyaient que du bruit. Cette compétence faisait de lui un excellent professionnel, capable de déboguer des codes complexes et de déceler les failles de systèmes entiers. Mais pour la première fois, il aurait souhaité se tromper sur ce qu'il voyait. Amanda, 36 ans, était graphiste indépendante et gérait son activité depuis un studio improvisé à la maison. Ils étaient mariés depuis 12 ans, avaient 2 enfants, Sophie, 9 ans, et Lucas, 6 ans, et vivaient dans une jolie maison en périphérie de Portland. Leur routine était prévisible. Daniel partait tôt au bureau, Amanda travaillait de chez elle, et le soir, ils dînaient en famille, parlant de leur journée et planifiant le week-end. Mais les choses avaient commencé à changer, si lentement qu'il l'avait à peine remarqué au début. Cela commença par ces mots. Amanda, qu'il avait toujours appelé mon amour depuis l'université, se mit à dire chérie. Au début, Daniel n'y prêta pas attention, mais la fréquence augmenta et le ton changea. Chérie, tu peux prendre du lait en rentrant? Chérie, j'ai une réunion. Bonne nuit, chérie. Plus jamais, mon amour. Plus jamais cette chaleur. Puis Daniel commença à remarquer d'autres choses. Amanda se mettait à s'habiller avec plus de soin, même les jours où elle ne sortait pas. Plus de maquillage, les cheveux coiffés, des tenues qu'elle ne portait auparavant que pour les grandes occasions. Elle acheta de la nouvelle lingerie, des pièces coûteuses que Daniel ne lui avait jamais vues. Son téléphone, qui traînait autrefois n'importe où, était désormais toujours à portée de main, écran retourné. Quand il sonnait, elle s'en saisissait vivement, s'éloignait pour répondre en chuchotant, s'enfermant parfois dans la salle de bain. L'intimité physique entre eux s'était évanouie. Les rapports sexuels devinrent rares, puis inexistants. Amanda avait toujours une excuse. Un mal de tête, la fatigue, des règles qui semblaient ne jamais finir. Les baisers du soir devinrent mécaniques, de rapides baisers sur les lèvres, sans aucune chaleur. Daniel essaya de lui parler, lui demanda si tout allait bien. Elle souriait toujours, un sourire forcé, tendu. Tout va bien, chérie, juste le stress du travail. Ce fut un jeudi matin que le soupçon se mua en une douloureuse certitude. Amanda était partie tôt pour un prétendu rendez-vous client, laissant son téléphone en charge sur le comptoir de la cuisine. Daniel n'avait jamais été du genre à fouiller dans le téléphone de sa femme. La confiance avait toujours été le fondement de leur relation. Mais alors qu'il préparait son café, le téléphone vibra. Une notification apparut. Jake, on se voit à 15 heures à l'endroit habituel. J'ai hâte. L'estomac de Daniel se noua. Jake? Quel Jake? Quel endroit habituel? Le cœur battant, il prit le téléphone et fit quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé faire. Il le déverrouilla. Il connaissait le mot de passe, l'anniversaire de Sophie, une information qu'elle lui avait donnée des années plus tôt, en cas d'urgence, mais qu'il n'avait jamais utilisée par principe. Maintenant, avec ce message qui lui brûlait l'esprit, les principes n'avaient plus d'importance. L'application de messagerie principale était vide, les conversations supprimées. Mais il y en avait une seconde, plus discrète. Et là, tout y était. Des mois de messages avec ce Jake. Des échanges romantiques, explicites, remplis de détails sur leur rencontre passée.
Tu es incroyable. Je n'arrête pas de penser à toi. Cet après-midi à l'hôtel était parfait. Daniel eut la nausée. Il fit défiler des photos intimes qu'Amanda avait envoyées, des messages où elle se plaignait de leur mariage, le qualifiant de ennuyeux. Il laissa tomber le téléphone comme s'il était brûlant. Il prit une profonde inspiration, essayant de maîtriser sa colère, son humiliation, sa douleur. Il n'était pas le genre d'homme à rester les bras croisés pendant que sa vie s'effondrait. Il saisit son propre téléphone et lança une recherche. Détective privé, Portland, Oregon. Il choisit une agence avec de bons avis, appela aussitôt et 30 minutes plus tard, il était en visioconférence avec un enquêteur nommé Raymond. J'ai besoin de preuves tangibles, dit Daniel, la voix ferme. Je pense que ma femme a une liaison. J'ai vu des messages sur son téléphone, mais il me faut quelque chose de solide. Raymond écouta attentivement. Compris. Il me faudra son nom complet, des photos récentes, sa routine, sa plaque d'immatriculation. On commence aujourd'hui. Mon équipe est prête. Nous avons l'habitude des cas urgents. Avec le rendez-vous prévu cet après-midi, je peux obtenir des résultats rapides. Il faut généralement quelques jours pour avoir du matériel net et recevable. Les 3 jours qui suivirent furent les plus longs de la vie de Daniel. Il maintint sa routine comme si de rien n'était, discutant nonchalamment avec Amanda, qui continuait de l'appeler chérie avec cette distance cruelle. Il observait tout, la façon dont elle souriait à son téléphone, ses départs soudains pour des réunions, le parfum coûteux qu'elle portait certains jours. Le 3e jour, Daniel reçut une enveloppe Kraft anonyme à son bureau. Il s'enferma dans une salle de conférence vide et l'ouvrit, les mains tremblantes. À l'intérieur, des photos haute résolution, une clé USB avec des vidéos et un rapport détaillé. La première photo montrait Amanda retrouvant un jeune homme d'une petite trentaine d'années, grand, en tenue professionnelle décontractée, devant un hôtel discret. Les photos suivantes étaient plus douloureuses. Amanda et l'homme marchant main dans la main, son bras autour de sa taille. Des photos d'eux quittant l'hôtel des heures plus tard, les vêtements froissés, les cheveux en désordre. Daniel brancha la clé USB sur son ordinateur portable. La vidéo montrait Amanda et l'homme sur le parking de l'hôtel. Puis, il l'attira à lui et l'embrassa. Pas un baiser rapide, mais un baiser long, profond, passionné. Amanda fondit dans ses bras, ses mains grimpant le long de son cou, son corps pressé contre le sien. Daniel mit la vidéo sur pause. Il ne pouvait pas en voir plus. Des larmes chaudes montèrent, mais il les essuya aussitôt. Il lut le rapport complet. L'homme s'appelait Jake Lawson, un rédacteur publicitaire qui engageait occasionnellement Amanda pour des projets. C'est ainsi qu'ils s'étaient rencontrés, environ 4 mois plus tôt. Raymond avait documenté au moins 6 rencontres dans le même hôtel, toujours pendant les heures de bureau. Le rapport incluait des horodatage, des données GPS et des documents utilisables devant un tribunal. Daniel rangea tout dans son sac à dos, ouvrit son navigateur et chercha Avocat Divorce Portland, Oregon. Il passa l'après-midi à se renseigner sur les lois du divorce. L'Oregon était un État où le divorce sans faute était la norme, mais les preuves pouvaient peser dans la balance pour la garde des enfants, surtout si elles démontraient qu'Amanda avait fait passer sa liaison avant ses responsabilités familiales. Il prit un rendez-vous d'urgence avec un avocat pour l'après-midi même. L'avocat, Richard Brennan, examina les preuves avec une précision clinique.
Vous avez un dossier qui pourrait renforcer votre position sur la garde. L'adultère n'affecte pas le divorce en Oregon, mais il peut influencer la perception de la responsabilité parentale. Si nous montrons qu'elle a privilégié des rendez-vous secrets plutôt que d'être disponible pour les urgences de vos enfants, cela pourrait jouer en votre faveur. Daniel signa les premiers documents. Je veux qu'elle reçoive les papiers sous 48 heures. Je me battrai pour la garde exclusive. Les enfants restent avec moi. Ce soir-là, Daniel rentra avant Amanda. Il envoya les enfants chez les voisins. Il prépara la scène avec soin, éteignit toutes les lumières, ne laissant que la lueur d'une lampe sur la table. Il étala les photos sur la table par ordre chronologique, connecta l'ordinateur à la télévision, figea la première vidéo sur l'image du baiser, puis s'assit sur le canapé et attendit. Amanda arriva à 19h30. Chérie, je suis rentrée. Les enfants ont mangé? Daniel ne répondit pas. Amanda entra, chercha l'interrupteur. Rien. Daniel avait coupé le disjoncteur. Chérie, les lumières ne... Sa voix s'éteignit en voyant la scène, les photos, l'ordinateur. Daniel assis là, les bras croisés, le visage de glace. Qu'est-ce que c'est? Balbutia Amanda. Ça, dit Daniel, d'une voix basse mais tranchante, c'est la vérité. C'est qui tu es vraiment. C'est ce que tu fais depuis 4 mois pendant que je travaillais pour faire vivre cette famille. Amanda s'avança, les yeux écarquillés. Daniel, je peux t'expliquer? Non, tu ne vas rien expliquer du tout. Tu vas écouter. Assieds-toi. Amanda s'assit, tremblante. Daniel appuya sur lecture. Le baiser remplit le grand écran. Amanda étouffa un sanglot, la main sur la bouche. Arrête, s'il te plaît, arrête! Daniel mit la vidéo sur pause. Ça fait mal à voir, n'est-ce pas? Imagine la douleur de le découvrir. Imagine la douleur de réaliser que ce chéri n'était pas de l'affection, mais de la distance, de la culpabilité. C'était toi construisant un mur entre nous pour que ta liaison soit plus facile. Daniel, je suis désolé, Tu es désolé? Désolé de t'être fait prendre? Parce que je parie que tu n'as rien ressenti pendant que tu couchais avec Jake dans cet hôtel, pendant que tu utilisais notre temps, notre argent, notre vie pour financer ton petit secret. Amanda se mit à pleurer. C'était une erreur, une faiblesse. J'étais perdue. Le mariage était... Non, ne blâme pas le mariage. Tu as fait un choix, pas une fois, mais des dizaines de fois. Chaque message, chaque rendez-vous, chaque mensonge à moi et à nos enfants, c'était des choix conscients. Amach Tinbo. Daniel prit une enveloppe et la laissa tomber sur ses genoux. C'est la demande de divorce. Tu la recevras officiellement sous 48 heures. J'ai déjà déposé la plainte. J'ai un avocat. Et je me bats pour la garde exclusive de Sophie et Lucas. Amanda ouvrit l'enveloppe, secouée de tremblements. Non, Daniel, s'il te plaît, pas les enfants. Je peux le faire et je le ferai. J'ai des preuves documentées que tu as fait passer une relation extra-conjugale avant la stabilité de la famille. Je vais tout présenter et laisser la justice décider, mais je me battrai avec toute mon énergie. Amanda tomba à genoux, en sanglots. S'il te plaît, Daniel, je t'en supplie. On peut arranger ça. Une thérapie, je vais le quitter. S'il te plaît, ne fais pas ça. Daniel la regarda, la femme qu'il avait aimée pendant 12 ans, maintenant réduite à une étrangère pathétique sur le sol. C'est toi qui as tout détruit, pas moi, toi. Et maintenant, tu vas vivre avec les conséquences de tes actes. Mais Daniel ne s'arrêta pas là. Dans les jours qui suivirent,
Il envoya des copies des photos et du rapport aux parents d'Amanda, à sa sœur et à quelques amis proches du couple. Chaque email contenait la même note factuelle pour que vous connaissiez la vérité sur la fin de notre mariage. Il ne les envoya ni aux employeurs ni aux clients. Son avocat le lui avait déconseillé en raison de possibles poursuites pour diffamation, mais il ne contrôlait pas ce que les destinataires de l'information choisiraient d'en faire. La bombe explosa de manière dévastatrice. Les parents d'Amanda, des catholiques conservateurs, furent anéantis et coupèrent tout contact avec leur fille pendant des semaines. Sa sœur, sa confidente de toujours, se sentit trahie et prit ses distances. Leurs amis se divisèrent, mais la plupart prirent le parti de Daniel. Les retombées professionnelles furent indirectes. Un des clients réguliers d'Amanda, lié à un ami qui avait reçu l'information, fut mis au courant. Inquiet de son instabilité émotionnelle, il annula le contrat qu'ils étaient en train de négocier. D'autres clients, apprenant qu'Amanda traversait un divorce houleux, commencèrent à chercher d'autres graphistes. Son activité chuta brutalement. Jake Lawson ne s'en sortit pas indemne. Daniel découvrit qu'il était marié. Il contacta sa femme, Heather, et lui partagea les preuves. Heather fut dévastée, mais le remercia pour son honnêteté. Elle confronta Jake et demanda le divorce le lendemain. Dans sa propre douleur, Heather envoya des copies des preuves aux collègues de Jake à l'agence de publicité. L'information remonta à la direction qui lança une enquête interne. Bien qu'il n'y ait pas eu de preuve de mauvaise utilisation des ressources de l'entreprise, la réputation de Jake fut ternie. Il démissionna 3 mois plus tard. Quand Amanda tenta de contacter Jake pour un soutien émotionnel, elle découvrit qu'il l'avait bloqué partout. Il essayait de sauver son propre mariage et sa carrière, et ne voulait plus aucun lien avec le scandale. Amanda était complètement seule. Le divorce s'éternisa pendant des mois. Médiation, audience, évaluation psychologique. Daniel présenta toutes les preuves. Le schéma des mensonges, l'utilisation des fonds communs pour la liaison, la priorisation de ses rendez-vous sur ses devoirs parentaux. L'avocat d'Amanda argua qu'il s'agissait d'une erreur isolée et qu'elle était une mère dévouée, mais les preuves étaient trop accablantes. 6 mois plus tard, le juge rendit sa décision. Daniel obtint la garde exclusive de Sophie et Lucas. Amanda eut droit à un droit de visite un week-end sur 2, supervisé pendant les 3 premiers mois. La maison, achetée grâce à un héritage conséquent de Daniel, lui fut entièrement attribuée. Le partage des autres biens fut équitable, mais le juge ordonna à Amanda de rembourser à Daniel la moitié des dépenses documentées pour les hôtels et restaurants de la liaison, soit environ 4 000 $. Amanda dut emménager dans un petit appartement. Épuisée financièrement, elle luttait pour maintenir son ancien niveau de vie. Le travail se faisait rare. Émotionnellement brisée, elle faisait face à la culpabilité, à la perte de ses enfants et à l'isolement social. Daniel consacra toute son énergie aux enfants. Il veilla à ne jamais mal parler d'Amanda devant eux. Quand Sophie demanda « Pourquoi maman est partie ?» Daniel s'agenouilla à sa hauteur et dit « Parfois, les adultes font des choix qui blessent les gens qu'ils aiment. Ta maman et moi, on ne pouvait plus rester mariés à cause de certains de ces choix. Mais tu dois savoir que rien de tout ça n'est de ta faute. On t'aime tous les deux, et je serai toujours là pour toi. Toujours. » Au fil des mois, Daniel reconstruisit sa vie. Son travail resta stable et il obtint une promotion. Les soirées étaient consacrées aux enfants. Lentement,
une nouvelle normalité s'installa. Il reprit le sport, recontacta de vieux amis et entama une thérapie pour gérer la trahison. Son thérapeute l'aida à comprendre que la liaison d'Amanda n'avait rien à voir avec ses propres défauts, mais tout à voir avec les problèmes non résolus d'Amanda. Cela lui apporta une certaine paix. Il bloqua le numéro personnel d'Amanda, ne communiquant que via une application parentale ordonnée par le tribunal. Environ 10 mois après le divorce, Daniel était au supermarché avec les enfants un samedi matin. Il souriait en poussant son chariot dans le rayon des produits laitiers quand il aperçut Amanda de l'autre côté. Elle semblait visiblement plus mince, des cernes sous les yeux, les cheveux ternes, vêtue de vêtements simples et usés. Leur regard se croisa une seconde. Amanda ouvrit la bouche comme pour dire quelque chose, mais Daniel tourna simplement son chariot et s'engagea dans une autre allée. « Papa, on a oublié le lait, » dit Sophie. « On le prendra plus tard, ma chérie, » répondit calmement Daniel. « Allons voir les fruits d'abord. » Il ne ressentit aucune colère, aucune satisfaction, pas même de la pitié. Juste une distance émotionnelle complète, comme s'il regardait une inconnue. Et c'était ça, réalisa-t-il, la véritable fin. Quand la personne que vous avez profondément aimée devient juste une silhouette anonyme au supermarché. Amanda était devenue une figure du passé, une leçon apprise, une page tournée. Ce soir-là, après avoir couché les enfants, Daniel sortit sur la terrasse avec une bière. Il pensa à la façon dont un simple changement de mot, de « mon amour » à « chéri », avait été le premier signe. Il avait failli l'ignorer. Mais son instinct ne l'avait pas trompé, et en agissant vite, il avait repris le contrôle du récit de sa propre vie. Le passage de « mon amour » à « chéri » avait été le présage de la fin, le symptôme de la déconnexion émotionnelle qu'Amanda avait nourrie en construisant une vie secrète. Et Daniel, en le remarquant et en agissant avec détermination, n'avait pas seulement mis fin à un mariage déjà mort. Il avait protégé ses enfants, préservé sa dignité et créé l'espace pour un avenir où il ne serait plus jamais le second choix de personne. Il prit une gorgée de bière et s'autorisa un petit sourire. Pas un sourire de bonheur complet, les cicatrices étaient encore là, mais un sourire de survie, de résilience et d'espoir. Sophie et Lucas étaient en sécurité. Ils se reconstruisaient. La vie continuait. Et peut-être qu'un jour, quelqu'un l'appellerait à nouveau « mon amour », mais cette fois avec sincérité et vérité. Sous le ciel étoilé de Portland, Daniel porta un toast silencieux à lui-même. Non pas pour la destruction de son mariage, mais pour sa propre survie, pour la force qu'il avait trouvée quand tout s'était effondré, et pour cette dure mais nécessaire leçon que certains ponts doivent brûler pour que l'on puisse enfin traverser et retrouver la terre ferme. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. À la prochaine!